Donc mon nom est Christophe Charles, donc je suis ancien élève de l'École normale supérieure. J'ai fait mes études à l'université de Paris 1, où j'ai fini par devenir professeur aussi. Donc je suis plutôt un spécialiste d'histoire contemporaine, c'est-à-dire depuis le 19e siècle jusqu'à plus ou moins nos jours. Et je me suis intéressé en particulier à l'histoire des universités, sur laquelle j'ai publié un Que sais-je, notamment en 1994, qui a été réédité en 97 et qui ensuite a été amplifié en 2012 pour embrasser justement la période contemporaine, puisque dans la première version, à cause de la dimension même de ce qu'est un Que sais-je, je n'avais pu déborder 1945. Donc, puisque aujourd'hui nous allons parler de la période après 1945, l'ouvrage dont je parle, la Histoire des universités, publié en 2012 aux Presses universitaires de France, peut être un support complémentaire, même si évidemment les 10 dernières années ne sont pas couvertes, puisqu'il a été publié en 2012. Par ailleurs, j'ai essayé de monter un groupe de recherche avec des collègues sur les universités pour faire des comparaisons entre le cas français et d'autres cas européens, ce qui a donné lieu aussi à des publications collectives. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi fondé avec Pierre Bourdieu un groupe qui s'appelait La Réserve, l'association de recherche sur l'enseignement supérieur et la recherche, là, qui avait à la fois un but de connaissance, on essayait de travailler, de s'informer sur l'évolution des universités aujourd'hui, mais aussi évidemment de transmettre ces connaissances et de mobiliser les collègues autour de ces questions pour ne pas être simplement des spectateurs qui regardent passer les réformes et qui essayent d'avoir un avis informé, pas être simplement des cobayes des réformes successives. Bon, alors on a fait beaucoup de colloques, on a fait pas mal de réunions, on a publié aussi des articles dans la presse, et puis on a publié là aussi des livres collectifs. Bon, alors évidemment, c'est une activité là que j'ai un peu arrêtée puisque maintenant je suis à la retraite. Mais enfin voilà, donc un peu mes formes d'intérêt, d'engagement par rapport à cette question des universités. En fait, il y a trois dates, à mon avis, importantes. Bon, la première, c'est la disparition des universités en France, qui est un cas un peu unique dans le monde. Peut-être quelques pays comme la Chine ou autres, mais disons que la France est le seul pays qui a supprimé ses universités en 1793, au moment donc de la phase la plus radicale de la Révolution française. Donc ces universités qui avaient été fondées au Moyen Âge, donc qui avaient plusieurs siècles d'existence, mais que les révolutionnaires de 93 considéraient comme justement des héritages de l'Ancien Régime, des institutions corporatistes, et on était dans la vision ultra-libérale, si je puis employer ce terme, de la Révolution qui voulait justement libérer le savoir de ces corporatismes et de ces structures anciennes. Et ces universités, une fois supprimées, on a rebâti un système peu à peu entre 1795 et 1804. Donc ça a mis un certain temps. Donc c'est ce qu'on appelle l'université napoléonienne, même si c'est un terme un peu impropre, puisque ça avait commencé avant Napoléon. Mais enfin, l'idée, c'était de rebâtir un enseignement supérieur moderne, complètement différent de l'enseignement supérieur hérité du Moyen Âge. Donc ça, c'est une spécificité française, et c'est de là que naissent notamment ce qu'on appelle encore aujourd'hui les grandes écoles, puisque les deux plus anciennes grandes écoles françaises, c'est-à-dire l'école polytechnique et l'école normale supérieure, donc, ont été fondées par la Convention en 1794, et pour remplacer justement en partie les fonctions des universités qui avaient été abolies. Puis à côté de ces deux grandes écoles, on a créé des écoles de droit, des écoles de santé, des écoles de lettres et de sciences, donc qui vont ensuite s'appeler facultés, mais enfin, il y a vraiment l'idée d'une reconfiguration complète en fonction non pas du passé, mais du savoir moderne des Lumières. C'est vraiment une réforme inspirée par les Lumières. Il s'agit
supprimé le savoir ancien, qui était quand même très lié à la théologie, très lié aux langues anciennes, etc., et vraiment de s'ouvrir aux sciences, de s'ouvrir à de nouvelles disciplines qui n'étaient pas présentes dans les universités d'Ancien Régime. Deuxième changement, c'est évidemment le fait que c'est une construction de l'État. C'est vraiment l'État qui domine ce système. Il n'y a pas d'université privée, il n'y a pas d'école privée à l'époque. Et donc, on est vraiment dans un système étatique, complètement étatique, ce qui évidemment est très différent aussi d'autres pays où il y a, à côté de l'enseignement officiel public, des universités privées. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Troisième originalité, c'est un enseignement très professionnel. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'enseignement professionnalisant. Ben, en fait, l'idéal des révolutionnaires et ensuite des réformateurs de l'Empire, c'était vraiment un enseignement finalisé par rapport à des professions. L'école de droit devait former les avocats, les fonctionnaires, les juristes. L'école de médecine, évidemment, formait les médecins. Les écoles pour les lettres et les sciences devait former les professeurs qui allaient ensuite enseigner dans l'enseignement secondaire. Donc il y a vraiment une adéquation entre chaque établissement et une fonction professionnelle. Il n'y avait pas d'idée d'enseignement gratuit ou uniquement de culture générale. Bien sûr, on pouvait aussi avoir des conférences en parallèle, il y avait ce qu'on appelait les grands cours publics, où effectivement les professeurs pouvaient faire des cours qui n'étaient pas uniquement destinés aux étudiants, mais enfin les étudiants proprement dit étaient vraiment orientés en fonction d'une finalité professionnelle. Alors il faut dire évidemment qu'on est à une époque où les effectifs sont extrêmement faibles, ou à peine une dizaine de milliers d'étudiants à l'époque pour toute la France. C'est vraiment pas du tout à l'échelle d'aujourd'hui. Donc évidemment, on peut avoir un pilotage beaucoup plus précis et autoritaire, puisqu'on sait très bien qui sont les étudiants, on les connaît, on les suit, etc. Ce sont les réformes de la Troisième République, donc qui se déroulent entre 1871 en gros et puis 1896. Ça dure sur une assez longue période parce qu'il y a des débats assez intensifs avec des écoles de pensée qui sont pas toujours d'accord entre elles sur ces réformes. Bien sûr, on est tous convaincus, enfin, les réformateurs sont convaincus que ce système napoléonien est un peu à bout de souffle, qu'il n'est plus adapté à une société moderne parce que la société de 1870 n'est plus la société de 1790. On est maintenant dans une société plus urbaine, dans une société plus industrielle, où il y a besoin de spécialistes dans des secteurs qui n'existaient pas, évidemment, au début du 19e siècle, donc les écoles d'ingénieurs en particulier. Donc il va y avoir création de nouvelles écoles d'ingénieurs, puisque l'école polytechnique ne peut pas tout faire toute seule. Il y a ouverture sur de nouvelles sciences qui n'existaient pas non plus au début du 19e siècle, par exemple la biologie, par exemple l'étude de certaines langues qui évidemment étaient secondaires à l'époque, mais qui maintenant sont devenues importantes, les sciences sociales qui commencent à s'intégrer dans l'université, l'économie politique, etc. Enfin, tous ces domaines qui n'étaient pas encore enseignés au début du 19e siècle doivent trouver leur place dans ces universités réformées. Et puis surtout, il y a un débat qui est lié à la défaite de 1871, c'est-à-dire beaucoup de savants de cette époque, ils mettent en relation la défaite française avec un déficit de formation des élites. Si les élites n'ont pas su conduire la France à la victoire, si elles ont pris des décisions un petit peu erronées ou hâtives, c'est parce qu'elles ont été mal formées, qu'elles n'ont pas les compétences ou les capacités qui auraient été nécessaires pour mener le pays à la victoire dans cette guerre. Et ils insistent beaucoup sur le fait que les universités allemandes répondent à un autre modèle, beaucoup plus décentralisé d'abord. La France est un pays très centralisé, au contraire l'Allemagne, du fait de son histoire, est un pays décentralisé, qu'il y a donc une compétition entre les universités,
et que cette compétition est profitable parce qu'elle permet l'innovation, elle permet la circulation des étudiants et des professeurs, comme ça il y a une meilleure adéquation aux demandes et aux besoins, et surtout il n'y a pas cette autorité dominante du centre qui dicte à l'ensemble du système ses désirs et ses volontés. Donc il y a beaucoup plus d'initiatives locales, individuelles, et une meilleure adaptation aux nouveautés. Alors c'est un discours évidemment qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant, hein. Il y a évidemment beaucoup de pétitions de principe, ou en tout cas de volonté de démontrer que c'est en imitant les Allemands ça ira mieux, mais c'est vrai que ça a été l'inspiration des réformateurs de la Troisième République, c'est-à-dire arrêter la centralisation excessive, libérer un petit peu les universités, leur donner une plus grande autonomie, même si c'est très loin de ce qu'on a aujourd'hui, permettre aux collectivités locales d'interférer avec les universités, alors qu'avant on était dans une vision très centripète, et donc permettre donc par exemple de créer des enseignements qui soient liés aux besoins de telle ou telle région, les régions n'étant évidemment pas spécialisées sur les mêmes choses, il y a des besoins de formation différents, enfin c'est des idées encore d'aujourd'hui, mais qui commencent à s'introduire à l'époque dans l'enseignement supérieur. Autre idée, c'est d'essayer de professionnaliser, alors mais pas dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, les étudiants, mais au sens où il faut que ces étudiants soient vraiment investis dans la vie de l'université, alors que jusqu'ici, ils venaient un peu au cours, mais pas forcément, ils passaient les examens et puis parfois, souvent, ils bachotaient sans travailler vraiment toute l'année. Enfin, il y a l'idée qu'il faut vraiment que les étudiants s'investissent plus qu'ils ne faisaient jusque-là pour devenir vraiment acteur dans l'université. Et puis on encourage aussi la vie associative dans les universités, alors que jusque-là, il n'y avait pas du tout de vie associative. Mais ça aussi, c'est inspiré du modèle allemand ou du modèle américain, où les associations étudiantes jouent un rôle important dans la vie des universités. Donc il y a vraiment l'idée de repartir un petit peu de la vie locale, de la vie collective, et non pas de construire tout à partir du centre et à partir de l'intervention unique de l'État parisien, enfin, de l'État investi à partir de Paris. Alors, ces idées ont été traduites par un certain nombre de décrets et de lois. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps, parce qu'on est dans un système de type parlementaire, et vous le savez, la Troisième République est un système parlementaire assez instable, et où parfois la mise en place d'une loi prend des années et des années, parce qu'il faut arriver à trouver un compromis entre les différents partis, et puis surtout que ça soit voté dans les mêmes termes par le Sénat et par la Chambre des députés, et souvent il y a un désaccord, puisque le Sénat est souvent plus conservateur que la Chambre des députés, et donc bloque souvent certaines réformes un certain temps. Les premières lois sont votées dans les années 70, où on commence à autonomiser un peu plus les universités, mais la vraie recréation de vraies universités au sens actuel, c'est 1896. Donc vous voyez, un décalage de 25 ans, c'est la loi qu'on appelle la loi Liard, L-I-A-R-D, c'est le nom du directeur de l'enseignement supérieur de l'époque qui a rédigé en fait en grande partie cette loi et qui donc recrée des universités, c'est-à-dire que chaque ensemble de facultés est relié par un conseil, alors que jusque-là, chaque faculté se gérait toute seule, il n'y avait pas de conseil commun aux différentes facultés. Ce conseil gère un budget qui a une petite autonomie, enfin une possibilité de recevoir des dons, des legs, d'utiliser une partie de ses ressources pour faire une politique indépendante de ce que décide l'État. Et puis, on crée aussi surtout des nouveaux postes. Jusque-là, c'était une université où il y avait essentiellement des professeurs, hein. Il y avait pratiquement pas de personnel secondaire ou de gens de rang, comme on dit, B aujourd'hui, c'est-à-dire des assistants, des maîtres assistants, des maîtres de conférences. Tout ça n'existait pratiquement pas. Et donc, il va y avoir une hiérarchie universitaire qui se met en place avec des gens plus jeunes qui vont être plus dynamiques et qui vont porter un petit peu cette réforme. Et puis,
autre innovation, il y a une reconstruction complète des bâtiments universitaires qui étaient toujours dans un état un peu délabré, puisqu'ils avaient été souvent des réutilisations de bâtiments plus anciens qui n'étaient pas forcément faits pour être des universités au départ. Par exemple, on retrouvait d'anciennes prisons, d'anciennes casernes, d'anciens évêchés, enfin, qui avaient été transformés en locaux universitaires. Là, on va vraiment rebâtir de vraies universités avec des amphithéâtres, des salles spécialisées, des laboratoires et des équipements modernes. Donc, il y a vraiment un gros investissement et ces bâtiments sont financés en grande partie par des ressources locales, c'est-à-dire les municipalités qui ont à cœur d'avoir de belles universités pour leur image de marque et pour attirer les étudiants. Donc, il y a toute une série de bâtiments à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Aix, etc., qui vont être construits dans ces années-là. Et ces bâtiments, d'ailleurs, évidemment, sont évidemment aujourd'hui totalement insuffisants pour les besoins actuels, mais souvent sont encore le siège, parfois, des présidents ou des présidences. Par exemple, dans le cas de l'université où j'enseignais, Paris 1, la présidence de l'université est toujours dans le bâtiment historique hérité du passé, marque un petit peu de prestige. Et c'est souvent le cas aussi dans les universités des régions. Les présidents tiennent toujours à habiter dans ces locaux anciens parce que ça donne un peu de profondeur historique. Là, on va atteindre pour la première fois en cours de l'entre-deux-guerres plus de 100 000 étudiants, alors qu'on était bien en dessous avant. Et surtout, il y a un changement de la composition sociale des étudiants, du fait de l'accroissement bien sûr, mais aussi par l'ouverture à de nouvelles catégories. Les étudiants étrangers qui jusque-là ne venaient pas en France, ils trouvaient que le système français était trop rigide, trop bureaucratique, trop autoritaire. Et là, ces réformes vont attirer des étudiants venus d'autres pays, en particulier des pays d'Europe méridionale, d'Italie, de la Grèce, des Balkans, de Turquie et d'Amérique latine. Et même, on a quelques étudiants japonais qui viennent suivre des cours. Donc, on a une ouverture internationale. Une deuxième ouverture, c'est évidemment les hommes et les femmes. Jusque-là, les étudiants, c'était des étudiants, c'est-à-dire il n'y avait pas d'étudiantes. Là, pour la première fois, on voit des femmes qui vont s'inscrire en nombre significatif, puisqu'on arrive à 10-15% des effectifs dans l'entre-deux-guerres. Évidemment, c'est très en dessous du ratio normal, mais par rapport à zéro, c'est une progression très significative. Et il y a déjà ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus les étudiantes, notamment en lettres, et très peu, un peu en médecine aussi, et très peu en droit, et très peu en sciences. Donc il y a des traits qui vont se perpétuer, puisqu'aujourd'hui encore, même si les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants, quand vous regardez les statistiques contemporaines, il y a un déficit par rapport aux 50% théoriques que devraient avoir les femmes et les hommes dans chaque endroit. Il y a moins de femmes que 50% en sciences, et il y en a encore beaucoup plus en lettres que la moyenne théorique devrait être autour de 50%. Donc on voit que c'est des tendances de fond de longue durée liées évidemment à des représentations et puis à des orientations professionnelles ultérieures. En fait, non, c'est pas une rupture au sens où, bien sûr, les équipes qui arrivent au pouvoir à la Libération sont tout à fait animées d'un esprit réformateur, hein, puisque il y a un peu une réflexion qui ressemble à celle qui a eu lieu en France après 1871. On ne met pas en cause la formation des élites, puisque ces élites n'ont pas su, là encore, répondre à la menace allemande et mener la guerre à bonne fin. Bien sûr, il y a eu une sorte de relève qui s'est manifestée à travers la résistance et la France libre, mais enfin, c'était
étaient très minoritaires par rapport à l'ensemble des élites, et c'était des gens assez atypiques qui se sont engagés, on sait bien, c'était pas représentatif de l'ensemble des élites françaises. Et ces gens sont aussi très conscients que même si la France a réussi tant bien que mal à redresser la barre grâce à l'action de la résistance et du général de Gaulle, les problèmes qui étaient ceux qui empoisonnaient la France des années 30 n'ont pas été résolus, hein, par enchantement. Il y a toujours ce problème du régime politique, d'une république instable, d'un parlementarisme qui fonctionne pas très bien, et la quatrième république va être une nouvelle illustration de cette difficulté du parlementarisme ancien. Il y a le problème du déclassement de la France par rapport à de nouvelles grandes puissances qui évidemment n'avaient pas le même poids avant 1945, que ce soit les États-Unis ou l'URSS, et la nécessité pour la France évidemment de s'appuyer, puisqu'elle veut rester dans le côté occidental de la rupture Est-Ouest, de s'appuyer sur l'aide américaine et de s'inspirer peut-être de l'exemple américain, puisque évidemment beaucoup mettent en relation la réussite américaine avec ses universités extrêmement dynamiques, capacité d'innovation de la science et de la technique américaine qui a permis la construction notamment de la bombe atomique. Donc il y a toute une fascination pour les États-Unis en 1945, notamment dans le milieu des scientifiques, qui envient évidemment les ressources des universités américaines. Il y a une fascination aussi pour la réussite économique, donc volonté de modernisation de l'économie, et donc peut-être de se mettre aussi à l'école des modèles de management américains, et ça va évidemment avoir une influence dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce, puisque c'est leur domaine de compétences. Et puis fascination évidemment pour l'activité interne des universités américaines, où il y a une vie associative extrêmement riche, qui permet aux étudiants de ne pas se limiter à faire des études, mais à participer à toutes sortes d'activités sportives, de loisirs, culturels, etc. Or, même s'il y avait eu un premier mouvement dans ce sens sous la Troisième République, ça reste quand même assez timide, notamment tout ce qui est du domaine sportif. Les universités françaises sont quand même pas très brillantes, et c'est un peu le parent pauvre, les activités physiques au sein des universités à cette époque. Donc vous voyez, il y a toute une réflexion. Et évidemment, là encore, ça prend du temps pour entre passage au débat, aux réflexions. Le Conseil national de la résistance avait essayé déjà de réfléchir, hein. Il y a des textes qui émanent de ce conseil pour animer des réformes universitaires, mais il n'y a encore rien d'écrit noir sur blanc. La Quatrième République va être victime un petit peu d'une conjoncture difficile à cause des soucis liés à la reconstruction. Il ne faut pas oublier que la France a quand même été extrêmement touchée par la guerre en termes de bombardement, donc il y a des urgences, des priorités, donc on n'est pas à investir énormément dans l'enseignement supérieur parce qu'il faut d'abord reconstruire les ponts, reconstruire les routes, remettre en état le réseau ferroviaire, réparer les usines qui ont été bombardées. Enfin, il y a énormément d'argent à consacrer à tout ça. Évidemment, l'enseignement supérieur n'est pas la priorité immédiate. Ça ne va vraiment se dégager qu'à partir de la fin des années 50, quand justement les autres reconstructions auront été terminées. Un deuxième point qui explique ce retard, c'est évidemment la décolonisation, hein. La France va être ballottée entre 1947 et 1958 et même au-delà par le problème de la gestion de son empire et des révoltes qui traversent cet empire, que ce soit la guerre d'Indochine, qui va durer quand même de 1947 à 1954, ensuite les décolonisations dans le domaine d'Afrique du Nord, avec la Tunisie et le Maroc, et puis évidemment la guerre d'Algérie, qui démarre à partir de 54 et qui va, comme vous le savez, durer jusqu'en 1962, et qui va évidemment être un investissement extrêmement lourd
pour les finances françaises, évidemment au détriment d'autres investissements. Donc vous voyez, il y a un sentiment de nécessaire changement, nécessaire adaptation, mais on est dans une conjoncture qui n'est pas très favorable. Pourquoi il y a quand même une importance de 1945? Parce qu'effectivement, là-dessus vous attirez l'attention, il y a l'École nationale d'administration, mais ça c'est quand même très minoritaire par rapport à l'ensemble de l'enseignement supérieur, c'est quelques dizaines d'élèves, hein, donc ça pèse pas beaucoup par rapport à 150 000 ou 200 000 étudiants, mais c'est symbolique, c'est lié justement à cette réflexion sur l'échec de la Troisième République à former des hauts fonctionnaires, à former des cadres supérieurs de l'administration qui soient à la hauteur. Et on met en cause, évidemment, à travers la création de cette école nouvelle, l'échec un petit peu de la formation antérieure qui était basée essentiellement sur les facultés de droit, puisque la plupart des hauts fonctionnaires passaient par la licence en droit, ou suivait une scolarité à l'école des sciences politiques, qui était une école libre, ça s'appelait École libre des sciences politiques, aujourd'hui ça s'appelle Sciences Po, mais à l'époque c'était une école privée, qui préparait plus ou moins les concours de la fonction publique. Et donc là, il y a toute une critique de ce système archaïque et on veut justement une autre formation plus moderne à travers la création de l'École nationale d'administration. Mais si aujourd'hui on parle beaucoup de cette école, il faut dire qu'à l'époque c'était encore très petit, hein, et les gens qui vont passer par cette école ne vont arriver à des positions importantes dans la société, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau de la politique, puisque c'est un peu ça qui fait qu'on a créé un peu ce mythe de l'ENA, pas avant, en fait, la fin des années 50 et plutôt dans les années 60, c'est-à-dire à l'époque de la Cinquième République. Donc, sous la Quatrième République, l'ENA ne joue pas un rôle décisif dans la formation des élites qui sont au pouvoir, puisque ces gens qui sont au pouvoir sont plus vieux et ont été formés encore largement dans l'ancien système. Donc c'est vraiment plus à partir des années 60, 70 qu'on voit vraiment ce poids de l'ENA comme lieu de passage pour former aussi bien les hauts fonctionnaires qui vont être les grands réformateurs de la Ve République que les hommes politiques qui de plus en plus passent par l'ENA avant de faire des carrières politiques. Il y a un certain nombre de choses en œuvre qui commencent, mais qui vont prendre du temps, là encore, avant que ça se voit vraiment dans le paysage. Et on peut d'ailleurs considérer, bon, faire un peu de l'histoire rétrospective, mais enfin, si les choses se sont si mal passées en mai 68, c'est parce que justement les projets de réforme qui existaient, hein, qui étaient dans les cartons ou qui étaient débattus entre les universitaires. Il y a eu plusieurs colloques, le colloque de Caen en 56, le colloque d'Amiens, etc. Enfin, il y a eu plusieurs endroits où les gens discutaient pour savoir ce qu'il fallait faire pour améliorer les universités françaises par rapport à leurs défauts comparé à l'étranger. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas eu une réflexion, c'est plutôt que la mise en œuvre politique de ces projets a tardé pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire les effets du parlementarisme un peu instable de la Quatrième République, qui fait que les lois ont du mal à être votées, et puis surtout les problèmes d'argent lié évidemment à toutes ces autres charges qui pèsent sur la France à l'époque, que ce soit les guerres coloniales, que ce soit la reconstruction, que ce soit d'autres urgences. Alors, il y a un consensus quand même qui existe, hein, c'est l'idée que la France doit rattraper son retard, donc on retrouve un petit peu la même idée que après 1870, et notamment qu'elle doit ouvrir les universités à de nouvelles catégories qui jusque-là n'y accédaient pas. Donc il y a un projet de démocratisation
avec notamment une augmentation des systèmes de bourse et puis construction de nouvelles universités pour faire face à une augmentation des effectifs. Alors je donne quelques chiffres hein, pour qu'on on voit quand même qu'on est dans une période d'accélération de l'enseignement supérieur. Il y avait en gros 213 000 étudiants dans les universités en 1959 et à la veille de 68, en 67-68, on est à plus de 600 000. Donc, vous voyez, en l'espace de 7 ou 8 ans, on a un triplement. Donc, on n'avait jamais vu une telle croissance. Et évidemment, les universités héritées de la Troisième République ne sont plus du tout à la hauteur en termes d'espace. Hein. Les amphithéâtres sont bondés. Il y a la queue pour les inscriptions, il y a un manque d'espace pour les bibliothèques, etc. Enfin, il y a vraiment un problème démographique d'abord, mais au-delà du problème démographique, il y a aussi une inadaptation à la société telle qu'elle a évolué dans les années 50 et 60. Hein. C'est le moment où la France devient vraiment une société urbaine. C'est le moment où la France devient une société plus industrielle qu'elle ne l'était jusque-là, et donc il y a un changement dans les besoins professionnels de formation, et c'est là notamment qu'intervient la création à côté des universités de ce qu'on appelle les instituts universitaires de technologie, c'est-à-dire des formations plus courtes, hein, qui font 2 ans à l'époque, qui sont ouvertes aux bacheliers, mais qui ont une finalité directement professionnalisante au terme d'un cursus beaucoup plus court que les facultés traditionnelles qui durent 3 ou 4 ans. Et surtout qui s'ouvrent sur des secteurs qui ne sont évidemment pas présents ni dans les écoles d'ingénieurs, ni dans les écoles de commerce, ni dans les facultés traditionnelles. Donc, il s'agit de s'ouvrir à des branches professionnelles qui n'étaient pas couvertes. Deuxième problème, c'est un grand débat qui traverse toute la classe politique, c'est est-ce qu'il faut maintenir ou pas, est-ce qu'il faut une sélection à l'entrée? Puisque une des originalités aussi du système français, c'est que le baccalauréat est en théorie un grade de l'enseignement supérieur. C'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Du coup, à partir du moment où on a le baccalauréat, on a le droit d'entrer dans l'enseignement supérieur sans autre préalable. Et ça, c'est évidemment très particulier à la France. Et comme le nombre de bacheliers a énormément augmenté, évidemment, ça pose un problème de place et surtout, ça pose un problème d'orientation parce que l'enseignement secondaire n'est plus adapté ou en tout cas garde un modèle traditionnel avec les disciplines traditionnelles, alors que justement, au niveau de l'enseignement supérieur, on est en train de changer le système des disciplines et souvent il y a un décalage entre ce que les gens ont appris au terme du baccalauréat et ce que les universitaires attendent ou les professeurs dans les établissements spécialisés attendent de ces étudiants qui arrivent. Donc on se dit, est-ce qu'il ne faut pas créer un SAS intermédiaire? Alors, premier SAS qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle la propédeutique, qui est créée dès 1947. Donc c'est une année préparatoire en quelque sorte. On est dans l'enseignement supérieur, mais il y a une première année d'orientation qui essaye de voir quelles sont les meilleures filières ensuite pour l'étudiant qui se présente. Est-ce que voilà une évaluation des capacités de l'étudiant pour pas qu'il s'engouffre dans une filière qui ne le mène pas à quelque chose. Alors cette propédeutique a fonctionné, mais il y a un taux d'échec assez élevé, ce qui montre bien effectivement qu'il y a un décalage entre, disons, le niveau du baccalauréat et ce que les gens attendent au niveau de la première année de l'université. Évidemment, du coup, on se dit est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas justement une véritable sélection? Et ça sera un des grands débats des années 60 et un point d'affrontement qui va souvent mettre le feu aux poudres du côté des étudiants. Enfin, beaucoup des slogans de 68 portent sur ce problème de sélection ou pas sélection, et ensuite ce problème va revenir à plusieurs reprises
dans les années 80 notamment, et ça va être souvent à l'origine de nouveaux mouvements étudiants contre l'idée de la sélection. Dans beaucoup de pays, il y a une augmentation significative des droits d'inscription parce que, évidemment, vu l'augmentation des effectifs, les coûts de l'enseignement supérieur deviennent de plus en plus importants et puis surtout l'introduction de nouvelles disciplines qui demandent des équipements particuliers, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences ou d'autres secteurs techniques. Tout ça, les ressources traditionnelles, les droits d'inscription traditionnels ou les financements de l'État, souvent, n'arrivent pas à suivre. Et il y a un problème de ressources. Et certains veulent augmenter les ressources en augmentant les droits d'inscription. Et ça aussi, c'est un point de friction important, aussi bien au sein du corps enseignant, puisqu'il y en a qui sont partisans de l'égalité, donc qui refusent l'augmentation des droits d'inscription parce qu'ils disent que ça va être discriminatoire pour certaines catégories d'étudiants, et pour d'autres, il y a au contraire la nécessité de le faire, puisque dans beaucoup de pays étrangers, en particulier aux États-Unis, on le sait, les droits d'inscription sont beaucoup plus élevés qu'en France, et c'est après ceux qui sont partisans de cette vision, grâce à ces droits d'inscription qui s'ajoutent aux ressources, que les universités américaines peuvent accueillir décemment, en tout cas avec de bonnes conditions, les étudiants, alors que les universités françaises sont trop pauvres et n'arrivent pas à faire face aux besoins des étudiants. Donc, il y a toute une série de questions comme ça qui sont agitées dans ces années 60 et qui ne seront pas vraiment résolues au moment de 68. Justement, il y a des divisions profondes, aussi bien chez les enseignants, chez les étudiants et au sein de la classe politique, entre des visions souvent incompatibles. Donc, vous voyez, c'est assez différent des réformes dont je parlais pour la Troisième République, où il y a une sorte de consensus minimal sur un certain nombre d'objectifs. Là, au contraire, il y a une profonde division des catégories parties prenantes du débat, et ça explique pourquoi les réformes vont reprendre du retard par rapport aux réalités objectives, c'est-à-dire cette croissance très rapide du nombre d'étudiants et le fait que les universités n'arrivent pas à faire face. C'est assez amusant de voir que depuis mai 68, on ne sait toujours pas comment qualifier cette crise universitaire. Certains y voient une révolution, d'autres y voient des désordres, d'autres y voient un malheureux concours de circonstances. Et c'est pour ça que souvent on emploie encore ce terme un petit peu vague d'événement, parce que dire autre chose, c'est forcément prendre parti, c'est-à-dire soit être du côté du mouvement en question, c'est-à-dire adhérer à ses idées, ou alors, au contraire, si on prend un autre terme, c'est le stigmatiser. Hein. Donc, il y a toujours un débat là-dessus sur comment faut-il interpréter mai 68. Alors, l'historien, évidemment, a le même problème. Moi, je pense qu'il faut l'interpréter dans le fait d'une crise qui met en valeur justement les défauts profonds du système universitaire qui n'a pas été suffisamment réformé après 45. Donc, toujours un excès de centralisation, c'est-à-dire par exemple une trop forte concentration des étudiants à Paris et dans la région parisienne, ce qui évidemment crée des problèmes de locaux, qui est problème de mauvaises conditions d'études et qui aussi est favorable à une mobilisation des gens mécontents. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ces événements, entre guillemets, ont démarré dans cette région et tout particulièrement dans une des nouvelles créations d'universités, l'université de Nanterre, même si à l'époque c'était pas une université, c'était une annexe de la Sorbonne, mais enfin, donc dans une banlieue assez défavorisée, dans un endroit justement où on voyait tous les défauts d'une réforme un petit peu au rabais. Donc, excès de centralisation, je répète. Deuxième problème, inquiétude des étudiants parce que justement cet entassement, ces mauvaises conditions de travail font qu'il y a un taux d'échec important dans les premières années et une inquiétude sur l'avenir. Beaucoup de slogans de 68 s'inquiètent de trouver du travail alors que
Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est des gens qui se plaignent à mauvais escient, parce qu'à l'époque, on est dans une France en pleine croissance, on est dans une France avec très peu de chômage par rapport à aujourd'hui, et donc aujourd'hui, rétrospectivement, on a du mal à comprendre pourquoi ces étudiants sont si inquiets. Mais je pense que c'est cet entassement, ces mauvaises conditions qui font le sentiment d'être de trop. C'est pas objectif, c'est physique, c'est quand on n'arrive pas à s'asseoir dans un amphi, on se dit j'ai même pas ma place dans la société, quoi. C'est une espèce de symbole du fait que on est en trop. Si on fait la queue pour aller au restaurant universitaire, ça veut dire qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde. Enfin, il faut perdre du temps. Si on n'arrive pas à s'inscrire parce que il y a la queue, et maintenant on est découragé, etc. Enfin, il y a le sentiment que l'université n'est pas accueillante et ne vous promet pas un avenir très rose, puisque déjà dès le départ ça se passe mal. Et puis il y a évidemment d'autres conditions qui sont liées à ce qui a été un peu le style de gouvernement de la Ve République de cette époque. Hein. Nous sommes dans les années, la première décennie 58-68, où c'est le général de Gaulle qui est évidemment au pouvoir, qui s'entoure de gens qu'on appelle les technocrates, qui ont une vision assez autoritaire de l'État, et qui pensent qu'ils ont raison, enfin qui sont absolument persuadés qu'ils font le bien des autres sans leur demander leur avis. Et donc il y a un manque de démocratie, en tout cas un manque de concertation dont se plaignent aussi bien les universitaires que les étudiants. Et un des grands mots d'ordre de mai 68, ça sera la demande de démocratisation mais au sens de participation aux décisions et de représentation dans les conseils. La loi Edgar Faure qui, pour la première fois, permet des élections pour les étudiants qui peuvent élire des délégués dans les conseils qui décident de la gestion des universités, et aussi des élections qui permettent la représentation non pas seulement des professeurs, ce qui était jusque-là un petit peu le système de la Troisième République, où il n'y avait que les professeurs qui siégeaient dans les conseils universitaires, mais aussi les nouvelles catégories d'enseignants que sont les assistants, les maîtres assistants, les maîtres de conférences, mais aussi les personnels qui travaillent dans les laboratoires comme chercheurs ou comme techniciens. Donc une volonté de créer une communauté démocratique, ou en tout cas une participation plus grande aux décisions pour mieux être à l'écoute, en quelque sorte, de la communauté universitaire au sens large. Mais ça sera arraché par la loi Edgar Faure qui n'avait pas, enfin en tout cas c'était pas dans le projet initial des réformateurs de la Ve République, qui avaient encore une vision assez traditionnelle du fonctionnement de l'université. Autre acquis de 68, c'est évidemment la création de nouvelles universités pour essayer de désengorger Paris. Et donc, dissociation de l'université de Paris, qui était un monstre qui faisait une énorme masse, pour avoir une décentralisation, avec notamment création d'une université à Nanterre, création d'université à Créteil, création d'universités dans de nouvelles villes de province, pour un peu alléger le poids du centre parisien du quartier latin. Enfin, augmentation des effectifs des enseignants, puisqu'on va créer beaucoup de postes d'assistants, de maîtres assistants, pour encadrer les étudiants et leur permettre ainsi de travailler en petits groupes, groupes de travaux pratiques, groupes de travaux dirigés, pour mieux les encadrer, mieux leur permettre leur parcours et faire, en quelque sorte, leur permettre, disons, de mieux s'orienter dans ce système et surtout de réduire les taux d'échec. Bon, alors ça n'a pas été complètement concluant, puisque encore aujourd'hui on se plaint malheureusement des taux d'échec dans les premières années, mais enfin par rapport au passé, c'était quand même un pas en avant qui allait dans le bon sens. Alors tout ça évidemment a coûté beaucoup d'argent.
Et heureusement que nous étions encore fin des années 60, début des années 70 dans une conjoncture économique relativement favorable où la croissance était entre 4 et 5% par an, donc les ressources de l'État augmentaient aussi et donc il y avait un peu d'argent à investir dans les universités. Mais évidemment, tout ça ne va pas durer éternellement puisque vous le savez sans doute, à partir de ce qu'on appelle le choc pétrolier, donc en 1973, et puis ensuite ça va continuer pendant d'autres années, on entre dans une phase économique beaucoup moins favorable pour la France et du coup l'État va pas toujours pouvoir continuer d'investir autant dans les universités, dans les écoles et il va y avoir de nouveau de nouvelles crises mais qui seront évidemment moins graves même si elles vont émailler toutes les années qui vont dans les années 80, 90, etc. Enfin j'y reviendrai mais enfin faut pas croire que tout était résolu grâce à mai 68. Au contraire, puisqu'il y a d'abord une partie du corps enseignant qui était hostile à ce qui a été inventé en 68, c'est-à-dire cette idée de la participation, ça va être encore un objet de débat qui va durer. Et puis, il y a aussi des tensions parce que les catégories d'enseignants de rang moins élevé se sentent pas toujours reconnues autant qu'elles le devraient. Donc il y a encore des tensions internes au corps enseignant qui perdurent malgré les réformes de 68.